Bonjour, donc aujourd'hui nous poursuivons l'étude des fonctions électriques. Donc vous vous souvenez que la dernière fois nous avions vu les 5 premières ici, donc l'alimentation, la conduction, l'isolation, la protection et la résistance. Ce sont les 5 fonctions des composantes que nous avons vues jusqu'à présent. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur ce bloc ici, la commande et la transformation d'énergie. Donc, pour la commande, qu'est-ce qui permet de commander mon circuit? Bien sûr, c'est l'interrupteur. Donc, ça va permettre d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique. Et le symbole de l'interrupteur est la plupart du temps celui-là, mais on en a quelques autres. Par exemple, quand c'est un bouton qu'on doit appuyer, on peut avoir un autre symbole. Ces symboles-là sont tous à la page 266 de votre cahier, mais on va en voir quand même quelques-uns ici. Donc, évidemment, quand notre circuit est ouvert, c'est qu'il n'y a pas d'électricité qui circule dedans. Donc ici, c'est un circuit ouvert. On voit que l'interrupteur est ouvert. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez pas, la lumière ici ne s'allumera pas, il n'y a pas d'électricité qui circule. Quand on dit que le circuit est fermé, ça veut dire qu'on a des électrons qui peuvent voyager à l'intérieur de notre circuit et donc la lumière pourrait ici allumer. Les interrupteurs sont la fonction, sont les parties qui vont faire la fonction de commande. Donc voilà les types d'interrupteurs. On a 4 mots pour nous permettre de désigner les interrupteurs. On peut dire qu'ils sont unipolaires ou bipolaires et on va voir ensuite unidirectionnels par rapport à bidirectionnels. Donc, il faut connaître ces 4 termes-là et comprendre ce qu'ils veulent dire. Quand on parle d'un interrupteur unipolaire, c'est qu'il peut contrôler un seul circuit à la fois. Donc, c'est un interrupteur de base, comme on voit sur la plupart de nos murs de chacune des pièces. Donc, contrôle un seul circuit, c'est fermé, ça allume, c'est ouvert, ça allume pas. Donc, très, très simple. L'interrupteur bipolaire, lui, c'est qu'il permet de contrôler plusieurs circuits à la fois. Ça peut être 2, ça peut même être 3. Donc, on appuie sur un seul bouton, mais ce bouton-là permet de fermer 2 chemins en même temps ou d'ouvrir 2 chemins en même temps. On va souvent utiliser cet interrupteur-là dans les très grandes pièces où on ne veut pas avoir 18 interrupteurs à allumer. Ben souvent, un bouton va permettre d'allumer plusieurs circuits de lumière, par exemple. Donc, parce que un seul bouton va permettre de faire bouger plusieurs interrupteurs comme ça. Donc, ça, c'est un interrupteur bipolaire. Les interrupteurs unidirectionnels par rapport à bidirectionnels. Alors, unidirectionnel, c'est que les électrons vont pouvoir emprunter un seul chemin. Donc, il y a un seul chemin possible quand on ferme l'interrupteur ici. Il n'y a pas de choix pour les électrons. Fait qu'on peut être unidirectionnel et on peut aussi être unipolaire en même temps. On peut être unidirectionnel et on peut être bipolaire, c'est-à-dire que, comme on voyait précédemment, donc ici, vous voyez, c'est bipolaire parce que j'ai 2 chemins que je vais fermer en même temps. En même temps, les électrons, ils ont un seul choix. Donc, quand je vais fermer ça ici, ils vont avoir une seule possibilité. Donc, ce serait quand même unidirectionnel. Bidirectionnel, souvent, c'est un interrupteur qu'on va utiliser quand j'ai un interrupteur de chaque côté de la pièce ou en bas et en haut de l'escalier. Je peux utiliser 2 interrupteurs différents pour le même circuit. Donc, bidirectionnel, c'est que les électrons ils ont 2 possibilités de chemin. Quand je suis l'interrupteur fermé de cette façon-là, les électrons s'en vont ici. Donc, ici, la lumière n'allumerait pas. Mais si je déplaçais ici mon interrupteur comme ça, alors là, tous mes électrons pourraient voyager et allumer la lumière. Et même chose, je peux retirer ça ici. Donc, présentement, ça fonctionne pas. Mais si je prends mon interrupteur qui serait, par exemple, en bas de l'escalier, puis que je le tasse comme ça, à ce moment-là, mon circuit fonctionne. Celui-là est non fonctionnel présentement. Donc, ici, ça fonctionne. Maintenant, si je m'en vais en haut des marches, en haut de l'escalier, puis je viens faire ça ici, bien, à ce moment-là,
celui-là, ce chemin-là passe plus. Puis celui-là ici, ben il serait fermé ici, là. Parce que, en fait, j'avais tout à l'heure, j'avais fermé ça ici. Donc, j'ai aucun courant là, qui pourrait passer. Fait que un interrupteur bidirectionnel me permet de mettre deux switches, si on veut, une en bas de l'escalier, une en haut de l'escalier, puis les deux vont contrôler le même circuit, en fait. Fait que voilà la différence entre chacun. Si on reprend ça avec les symboles, donc pour un interrupteur unipolaire unidirectionnel, donc unipolaire, ça veut dire va gérer un seul chemin, et unidirectionnel, c'est que les électrons ont un seul chemin possible. Donc, on a l'interrupteur de base ici, puis l'interrupteur à poussoir, donc un bouton, comme par exemple ici, c'est un bouton. Puis vous avez les interrupteurs à bascule comme ça, qui seraient représentés par ce symbole-là ici. Donc, vous voyez les différents interrupteurs. On a un symbole ici ou une façon de se promener. Là, on a ici un interrupteur qui est ouvert, puis ici, un interrupteur qui est fermé pour le même circuit. Ici, un interrupteur unipolaire bidirectionnel. Donc, on a vu que bidirectionnel, c'est que les électrons peuvent suivre un chemin ou l'autre, dépendamment comment je vais placer mon interrupteur. Mon interrupteur contrôle un seul circuit à la fois, donc c'est unipolaire, mais bidirectionnel parce que j'ai deux possibilités pour les électrons, dépendamment comment je vais placer mon interrupteur. En fait, cet interrupteur-là ne ferme jamais. C'est que c'est soit ce circuit-là qui fonctionne, soit ce circuit-là qui fonctionne. J'ai un choix entre deux circuits différents. Donc, mes électrons peuvent aller dans un des chemins, dans le chemin A ou dans le chemin B. On a des exemples ici. On a déjà vu cet interrupteur-là en laboratoire. Donc, quand il est fermé comme ça, c'est pour le chemin A, par exemple. Et si je le fermais de l'autre côté, ce serait pour le chemin B. On a ici un interrupteur à bascule où on a, voyez-vous, 3 pattes. Donc, ça peut être ces deux pattes-là qui fonctionnent ou les deux autres ici. On peut toujours en utilisant celle du centre. Donc, ça permet, vous voyez, soit d'allumer celle-là, soit d'allumer celle-là. C'est une ou l'autre. Ce ne sera pas les deux en même temps, comme ce serait le cas, par exemple, de l'interrupteur bipolaire. L'interrupteur bipolaire allume des grandes salles, donc plusieurs circuits à la fois. Ici, c'est un après l'autre, donc c'est unipolaire, mais c'est bidirectionnel parce que soit c'est ce circuit-là qui fonctionne, soit c'est l'autre circuit qui fonctionne. Ensuite, pour l'interrupteur bipolaire unidirectionnel. Donc, bipolaire, on a, voyez-vous, il y a un petit pointillé qui veut dire que les deux fonctionnent toujours en même temps. Moi, j'appuie sur un seul bouton, mais ça va venir fermer deux circuits. Donc, ça contrôle deux circuits en même temps. Donc, ça peut ressembler à ça ici. Ici, j'aurais un bipolaire bidirectionnel. Voyez-vous, les deux fonctionnent en même temps, mais j'ai aussi deux chemins possibles. Donc, quand je vais fermer mon interrupteur, quand je vais le placer dans cette position-là, c'est obligatoirement les deux comme ça, en rouge. Donc là, j'aurais le circuit B qui fonctionnerait pour chacun. Puis, tout à l'heure, j'avais le circuit A qui fonctionnait pour les deux. Donc, bipolaire, bidirectionnel ici, parce que j'ai deux interrupteurs qui fonctionnent en même temps, sont collés ensemble, et j'ai deux chemins pour chacun. Donc, j'aurais bipolaire et bidirectionnel. Pour les formes d'interrupteurs, on a vu quelques-unes en discutant tout à l'heure. Donc, à bascule, on voit, là, c'est qu'on a un point central, puis le bouton fait le tour de ce point central-là, donc il est soit pesé, on peut appuyer vers la gauche ou vers la droite pour ouvrir et fermer. À levier, à bouton poussoir, donc si on appuie, il reste dans le fond, ou puis après ça, on réappuie, puis il relève. Et vous avez maintenant les interrupteurs à commande magnétique qu'on va beaucoup utiliser, par exemple, dans un système d'alarme, c'est-à-dire que lorsque l'aimant et l'interrupteur magnétique sont près l'un de l'autre, on a un circuit qui est ouvert, et quand ça s'éloigne l'un de l'autre, donc la porte s'ouvre par une personne qui va entrer dans la maison, donc la porte s'ouvre, donc la partie interrupteur magnétique s'éloigne, ou l'aimant s'éloigne, et à ce moment-là, le circuit se referme. Et vous avez le système d'alarme qui se met en marche. Donc, on va utiliser très souvent les commandes magnétiques pour les systèmes d'alarme. Le numéro 7, donc, c'est la septième fonction, c'est la transformation d'énergie.
Donc, vous savez que l'énergie, elle est produite la majorité du temps, c'est de l'énergie électrique. Donc, elle est produite par nos centrales hydroélectriques au Québec, par d'autres moyens à l'extérieur du Québec, entre autres les centrales thermiques, donc qui vont utiliser le pétrole ou le charbon. Mais disons que nous autres, on utilise l'hydroélectricité, on produit beaucoup d'électricité. Et dans notre vie courante, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement de l'électricité. On veut transformer cette électricité-là en énergie thermique pour se chauffer ou pour chauffer de la nourriture, en énergie lumineuse pour s'éclairer et en énergie mécanique pour faire fonctionner toutes sortes d'objets. Donc, on a des items, des composantes dans nos circuits qui font la transformation d'énergie. Donc, on va observer ensemble qu'est-ce qui permet de transformer l'énergie. Donc, premier exemple que vous connaissez très bien, c'est la façon de transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Donc, c'est l'utilisation d'ampoules. L'ampoule ici, j'ai pris l'ampoule incandescente, mais on a toutes sortes d'ampoules maintenant, les DEL, les ampoules qui contiennent des gaz. Donc, l'ampoule incandescente ici, c'est que vous avez l'électricité passe dans le petit fil de tungstène ici, puis la résistance du fil fait en sorte que le fil s'échauffe et émet une lumière. Donc, on transforme l'électricité qui passe dans le fil, on la transforme en lumière, et c'est ce qui nous permet de nous éclairer. Donc, l'électricité est transformée en énergie lumineuse. Deuxième façon, c'est utiliser un élément chauffant, exemple, pour faire de l'énergie thermique. Donc, par exemple, sur une cuisinière, on veut faire chauffer nos aliments, nos chaudrons, nos poêlons. Donc, dans le fond, on fait passer l'électricité dans un serpentin. On le voit très bien d'ailleurs, le petit serpentin. Et l'électricité, en passant là-dedans, elle a de la difficulté à passer dans ce serpentin et donc elle va échauffer le fil. Et le fil, en devenant chaud comme ça, va permettre de faire cuire des aliments. Donc, on transforme à cause de la résistance du matériau. Le matériau résiste au passage du courant, puis il devient échauffé et il émet de la chaleur. Donc, on l'a transformé en énergie thermique. Une troisième façon, c'est en utilisant un cristal piézoélectrique pour faire de l'énergie mécanique ou sonore. On l'utilise beaucoup dans les petits appareils qui font des sons, des petits bip-bip, vos téléphones, les montres, tout ce qui a un petit signal d'alarme. En fait, là, un cristal piézoélectrique, c'est que quand le courant passe, ça va faire une petite vibration. Donc, soit on la laisse sous forme de vibration, soit on transforme cette vibration en son. Parce que vous savez que le son, c'est une vibration qui s'effectue sur nos tympans. Donc, cette vibration permet d'envoyer justement un signal électrique à nos tympans qui vont entendre quelque chose, qui vont entendre, donc, transformer cette vibration-là en son. Donc, le cristal piézoélectrique permet de faire des petits bip-bip. Et finalement, l'électroaimant, on en a déjà parlé ici, on peut faire avec ça de l'énergie magnétique. Donc, vous vous souvenez, quand on fait passer un courant électrique dans une bobine de fil avec un noyau de fer, on induit du magnétisme. Donc, l'électroaimant, vous vous souvenez, c'est de fabriquer un aimant à partir de l'électricité. En faisant passer l'électricité dans une bobine, on peut créer ce magnétisme. Donc, ça complète pour les composantes, les fonctions 6 et 7. Il nous reste à voir les autres fonctions dans un prochain vidéo.